Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet, mine de rien, assez important quand on veut maîtriser un jeu de rôle, surtout quand on débute. C'est le sujet de la charge mentale du MJ quand on est dans une partie de jeu de rôle. Alors de quoi on parle exactement quand on parle de charge mentale? En fait, c'est quand on va être complètement débordé par la masse d'informations et par les choses à penser en même temps. Ça peut être par exemple interpréter un PNJ, se souvenir des règles, écouter les joueuses et rebondir sur leurs décisions, gérer l'ambiance sonore, improviser, préparer des aides de jeu et s'amuser quand même. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment moi je prépare mes parties pour soulager au maximum cette surcharge de tâches à gérer en même temps. Et donc ça va être de préparer ce qui peut l'être à l'avance et sinon de rendre le plus simple possible les outils que je vais utiliser pendant ma partie. Et comme d'habitude avec le JDR, vous prenez que ce qui vous intéresse, vous laissez de côté le reste, et comme ça vous allez créer vos propres outils pour pouvoir les utiliser comme vous l'entendez en partie. L'important c'est qu'au final tout le monde s'amuse autour de la table, y compris vous en tant que MJ. Alors la première chose que je fais en général quand je veux préparer une partie, c'est de me faire une sorte de to-do list où je vais lister un peu tous les points qui me semblent importants à aborder autour de la table avant même de commencer à jouer. Et j'hésite pas à être hyper concret dans cette liste, hein. Ça peut être par exemple placer des éléments de décor que j'avais prévus en avance pour créer une petite ambiance sympa. Ça peut être aussi d'expliquer deux ou trois points de règle hyper importants à connaître au début de la partie, ou tout simplement expliquer le contexte de départ avec un petit texte d'introduction et d'ambiance. Alors c'est une astuce toute bête, hein, je suis bien d'accord, il n'y a absolument rien de révolutionnaire là-dedans. N'empêche que je sais que moi, si je le fais pas, c'est sûr, je vais oublier une ou deux infos à donner, et ça risque de mettre la partie sur des mauvais rails. Alors pour ce deuxième point, imaginez, vous êtes dans une pleine partie d'horreur spatiale, et il y a une petite bébête extraterrestre qui voudrait bien vous visiter l'intérieur de l'abdomen. Bon, vous avez réussi à créer une bonne ambiance d'horreur autour de la table, les joueuses sont vraiment bien investies, et elles décident de rentrer dans une des salles du vaisseau où elles se trouvent. Donc vous regardez dans le livre la description de la salle correspondante, et vous tombez sur ça. Alors, le texte est très bien écrit, agréable à lire, il n'y a pas de problème là-dessus. Le problème, c'est que c'est un texte qui est fait pour être lu, pas pour être joué. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, pour moi, ce texte, il est complètement inutilisable en partie. Il est beaucoup trop long, donc je vais pas le lire tel quel, ça va complètement casser l'ambiance. Et si je veux en faire un résumé un peu rapide, ça va être compliqué, et encore plus si je veux trouver une information précise à leur donner. Et donc, ce que je vais faire, c'est que ce texte, je vais complètement le transformer pour que je puisse vraiment l'utiliser pendant la partie. Et pour ça, je vais utiliser quelques principes assez simples. Déjà, je vais éviter au maximum les longs paragraphes et je vais privilégier quelques mots-clés très bien choisis pour résumer au maximum l'information. Ensuite, dans la même idée, j'essaye de respecter ce principe qu'une ligne, ça doit donner une seule information. Ça évite de mélanger deux informations, voire plus, dans la même ligne, pour éviter ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire de se perdre un peu dans le texte et de trouver beaucoup plus facilement les infos en pleine partie. Et le troisième principe que j'essaie de m'appliquer, c'est d'utiliser un code couleur pour retrouver encore plus rapidement les infos les plus importantes. Donc moi, par exemple, j'ai choisi de mettre en vert les informations les plus essentielles, en bleu les informations qui sont liées à des PNJ, et en rouge les infos que je garde pour l'instant pour moi et que je ne vais pas donner aux joueuses tout de suite. Bon, maintenant, on va essayer d'appliquer ces trois principes au texte que je vous ai montré juste avant, et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, je sais pas vous, mais moi, je préfère largement utiliser ce texte plutôt que ce texte. Alors forcément, avec ce procédé, on va perdre en détail de description, donc après, c'est à vous de trouver le bon compromis. J'aime bien aussi rajouter parfois des petites icônes qui vont encore plus améliorer la visibilité, par exemple pour mettre en valeur une musique ou une aide de jeu que je vais donner aux joueuses. Et si jamais vous savez pas où chercher, il y a un site qui est pas mal, c'est Flaticon. Et toute dernière chose, mais si ce sujet vous intéresse, il y a des vidéos qui en parlent beaucoup mieux que moi et plus en détail. Il y a par exemple cette vidéo de l'excellente chaîne Coup Critique que je vais vous mettre en lien en description. Et en fait, c'est même cette vidéo-là qui m'a donné cette idée et qui m'a fait me rendre compte que je faisais mal mes descriptions depuis le départ parce que je les pensais comme des textes littéraires et pas comme des outils de jeu. Alors pour ce troisième point, et toujours dans l'idée d'aller au plus simple quand on va être dans le briefing de départ avec toutes les joueuses autour de la table, ça va être de me créer un petit résumé, à peu près une ou deux pages,
des règles et des points essentiels à donner au début de la partie. Alors ça rejoint pas mal en fait ce que j'avais déjà dit au premier point avec ma to-do list, et d'avoir fait ce résumé des règles, ça va me servir aussi en pleine partie quand j'ai un doute sur un point de règle précis par exemple. Et comme moi je suis pas très porté sur les règles, je me dis que si jamais j'ai pas écrit la règle dans mon résumé, c'est que je peux l'ignorer ou essayer d'improviser en pleine partie. Ça sera pas un point qui sera essentiel. Et en plus, moi, de devoir écrire les règles, bah, ça m'aide à les apprendre, donc j'essaye de faire ça maintenant pour chaque partie. Alors pour ce quatrième point, là aussi j'en ai déjà un petit peu parlé quand j'ai évoqué la to-do list, c'est de faire un petit texte d'introduction à toutes les joueuses autour de la table quand vous allez vraiment lancer la partie. Ces premières minutes, elles vont être super importantes parce qu'elles vont lancer tout le monde dans la partie, bien sûr, et puis en plus, elles vont donner un petit peu le ton général pour la suite, donc ça peut être vraiment intéressant de bien soigner son introduction. Alors, autre petit truc très connu parce que c'est très pratique et en plus assez rapide à mettre en place, c'est de se créer en avance une petite liste de noms de PNJ qu'on va pouvoir utiliser pendant la partie. Oui, parce que quand il va falloir improviser le nom de la voisine du dessous auquel vous n'aviez pas du tout pensé avant, eh ben vous serez bien content d'avoir cette petite liste sous la main pour pouvoir glisser son nom dans la conversation, ni vu ni connu. Ça a l'avantage que vos joueuses vont pas forcément se rendre compte tout de suite que vous êtes en pleine impro, et en plus le nom est déjà noté, donc vous n'avez pas à le retenir pour plus tard. Encore une fois, ça vous libère de l'espace mental pour pouvoir penser à autre chose. Et si vous êtes un peu à court d'idées pour trouver des noms de PNJ qui vont bien en fonction de l'univers dans lequel vous jouez, eh ben, il y a plein de générateurs qui existent sur Internet et qui vont vous créer des noms de PNJ à l'appel en seulement quelques clics. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Autre outil très connu et très utilisé aujourd'hui, c'est la carte mentale. Alors moi, j'utilise principalement pour deux choses. La première, c'est pour me donner la structure générale des différentes scènes ou événements qui vont potentiellement arriver pendant la partie. Donc là, c'est typiquement l'arbre des chemins possibles, hein. Qu'est-ce qui se passe si les joueuses décident d'emprunter ce chemin-là plutôt que tel autre? Et la deuxième façon que j'ai d'utiliser les cartes mentales, c'est pour donner l'ensemble des relations qu'entretiennent les PNJ entre eux. Donc, typiquement, tiens, tel PNJ a trahi tel autre il y a plusieurs années, ou au contraire, il y a deux PNJ qui sont amoureux secrètement et qui donc vont conspirer un peu contre les autres. Voilà, ce genre de choses. L'avantage des cartes mentales, c'est que ça permet de beaucoup mieux visualiser la situation et de mieux du coup la mentaliser pour que ça soit plus clair pour nous en partie avec les différents embranchements possibles ou donc les différentes relations que peuvent avoir tous les PNJ entre eux. Alors il y a plein de logiciels qui permettent de faire des cartes mentales. Moi j'utilise Xmind, il est vraiment hyper pratique, très facile et il y a plein d'options de personnalisation donc je vous le recommande si jamais vous en cherchez un. Alors, quand on voit toute cette préparation, et en particulier les cartes mentales avec les différents embranchements de scènes possibles, on peut quand même se poser la question si c'est pas trop, et surtout s'il n'y a pas un risque que la MJ recadre un petit peu les joueuses qui voudraient un peu trop improviser et sortir des rails prévus. Alors c'est clairement un risque à prendre en compte et il faut l'avoir en tête pour pas tomber dans ce travers-là, mais en fait je pense que c'est précisément l'inverse, dans le sens où si moi je fais pas cette préparation-là, alors je suis à peu près sûr que je vais pas pouvoir bien improviser pendant la partie. En fait, moi, je suis pas capable d'improviser à partir de rien ou quasiment rien, deux lignes sur un post-it. Moi, c'est pas possible. Je suis obligé d'avoir du matériau de base pour pouvoir improviser facilement. Donc, j'ai besoin de matière pour pouvoir improviser. Et cette matière, elle va venir d'une part de mes préparations, donc, mais aussi et surtout, bien sûr, de toutes les idées des joueuses pendant la partie. Et c'est cette alchimie un peu instable qui va créer le jeu. En plus, en vrai, c'est assez facile de recycler des idées qu'on a eues. Par exemple, tel PNJ que j'avais prévu là, hop, je le bascule sur une autre scène parce que je m'adapte à ce que me disent les joueuses. Ou la scène de la grande bataille que j'avais prévue en fin de chapitre, et je vais l'avancer un peu parce que mes joueuses avancent plus vite que j'avais prévu. Pendant la partie maintenant, pour gérer l'ambiance sonore autour de la table, j'utilise un logiciel qui est Soundplant. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, donc je vous laisse la regarder si le sujet vous intéresse. Mais c'est vraiment un logiciel génial, je peux plus faire une partie sans maintenant. Et en gros, pour résumer le principe, Soundplant, c'est un logiciel de clavier virtuel où vous allez pouvoir assigner chaque touche à une musique que vous aviez enregistrée sur votre ordinateur. Et donc, quand vous allez appuyer sur cette touche, ça va lancer la musique. Il y a plein d'effets possibles, que ce soit des effets de fondu, distorsion, etc. Donc je vous laisserai checker ça, mais vraiment c'est hyper pratique à utiliser et ça permet de faire plein de choses assez géniales en partie.
Et voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. Alors bien sûr, j'ai fait qu'effleurer la surface et j'aurais pu vous donner au moins 1000 autres conseils, mais bon, faut bien s'arrêter à un moment donné. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et puis qu'elle vous aura été au moins un petit peu utile. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de tuto JDR. Allez, salut!